Bonjour Sandra, Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ISUL et sois la bienvenue chez nous. merci à toi surtout de m'avoir invitée. Avec plaisir. Donc pour commencer, je te demandais de te présenter aux femmes qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Sandra Milem, si je devrais résumer. Je suis éducatrice de formation et maquilleuse dans mes temps libres. Et je ne vais pas dire prédicatrice, servante de Dieu. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton adolescence à Bruxelles? Ouais. Mon adolescence à Bruxelles, ça a été une adolescente joyeuse dans mes souffrances, mais ça a été aussi une adolescence, dans mes souffrances il y avait la joie, mais il y avait aussi quand même la peine. Parce que grandir à Bruxelles sans parents, parce que moi j'ai été placée dans un home pour enfants, ma mère m'a placée à l'âge de 4-5 ans. J'étais donc un enfant du juge suivi par l'aide à la jeunesse, le SAJ, je ne sais pas si tu connais. Donc pas de repère vraiment. La seule image familiale que j'ai, c'est le home, mes éducateurs. Donc ma famille, je l'ai construit avec mes amis, mais des amis qui peuvent être bons, mais qui peuvent aussi être nocifs pour toi. Parce qu'en étant femme africaine, ça c'est vraiment quelque chose qui est dur. Il y a souvent la concurrence. On veut prouver aux autres qui on est, qu'on existe. Mais en vérité, c'est plus une blessure intérieure. Parce que je crois que chacun d'entre nous, on est différent. On a été créé avec des spécificités différentes. On a une valeur à donner au monde. Mais quand tu es jeune, que tu n'as personne pour t'encadrer, tu es perdu. Tu es perdu. Donc Bruxelles, à l'époque, c'était la tendance dans ma génération. Bon, ça existe encore aujourd'hui. Tendance des bandes urbaines, des clans. Tel veut montrer qu'il est plus fort, tel veut montrer qu'il connaît. Il y a aussi, tu veux être la star, montrer que tu existes, mais avec du recul, tu te dis c'était chouette, mais je préfère la personne que je suis devenue aujourd'hui parce que la personne que je suis devenue aujourd'hui comprend que le monde ne tourne pas tout autour de moi et que Dieu m'a créé pour une mission, pour peut-être aider quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, à travers les choses que j'ai pu faire, les gens que j'ai pu fréquenter, j'aide aussi d'autres jeunes filles à leur dire, écoutez, ce chemin-là, c'est pas le bon. Parce que nous, souvent les filles, comparé aux hommes, on est très têtus. Ouais. Une fille, pour qu'elle prenne conscience de ses erreurs, elle doit d'abord se brûler. Elle se brûle une fois, elle comprend toujours pas. Elle se brûle deuxième fois, elle comprend toujours pas. Et c'est la troisième fois qu'elle comprend. Mais si aujourd'hui, je peux aider d'autres jeunes filles à ne pas arriver à la troisième fois pour se brûler, à s'arrêter à la première fois, c'est un exploit pour moi. Parce que nous, on aime toujours goûter. Et souvent, quand tu goûtes, il y a certaines filles de ma génération, à 15-16 ans, elles étaient déjà enceintes. Pourquoi? Et après, tu te retrouves, tu es enceinte, le gars, peut-être, il n'est pas mature, alors il te laisse. Et après, c'est quoi? Tu commences à créer des enfants. Tes enfants, tu les négliges, tu te négliges toi-même. Et après, tu commences à tourner chez tous les hommes. Après, tu dis, mais en vérité, c'est quoi l'exemple? Et souvent, ces filles-là, pour qu'elles se relèvent, c'est difficile. Oui. Et comment est-ce que tu as fait pour sortir de cet environnement en fait un peu chaotique pour arriver à la femme que tu es devenue aujourd'hui? En fait, déjà, l'éducation, c'est quelque chose d'important. On dit une chose, c'est que une personne qui grandit, exemple, dans un environnement chrétien, même s'il ne sert pas Dieu, tu sens que, exemple, sa famille est chrétienne, même si lui, il ne sert pas Dieu, tu sentiras quelque part en lui qu'il y a une éducation chrétienne, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter. Moi, c'est peut-être l'éducation que j'ai eue dans le home avec mes éducateurs. Ils m'ont toujours dit de faire du bien, de bien me comporter. Malgré que je pouvais faire mes bêtises, mais une chose que j'étais assidue, c'était à l'école. Je pouvais sortir en boîte, parce qu'à l'époque, il y avait des boîtes de journée, le dimanche, le soir et puis la journée. Oui. Mais lundi, si j'ai examen, je vais le faire. Donc moi, c'était clair dans ma tête. Tu fais tes bêtises, mais tu deviens quelqu'un. Oui. Parce que quelque part, quand je marchais dans la rue, notre conscience, là, elle nous fait défiler des visages de certaines personnes qui croient en nous. C'est pour ça que dans la vie, c'est toujours bien que même quand tu es en train de faire plein de bêtises, tu sais qu'il y a une personne qui croit en toi. Alors quand tu voudrais franchir la limite, dans ton esprit, il y a le nom ou le visage de cette personne qui va sortir. Et c'est ça qui m'a aidée, parce que c'était mon histoire aussi, la manière que j'ai grandi. Et je me suis dit que peut-être qu'un jour, au fond de moi, je sentais toujours que
j'étais une bonne personne. Mais l'entourage, comme on dit, montre-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. L'entourage, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, ça nous affecte. Oui. Si tu mets une orange pourrie avec des oranges mûres, les oranges mûres vont être contaminées. Alors, je crois que c'est parce que quelque part, il y avait des gens qui m'aimaient. Même si je ne leur montrais pas, parce que dans la jeunesse, il y a la crise d'adolescence. Dans la crise d'adolescence, je ne sais pas si tu connais un peu Freud, le psychanalyste, le ça, le moi et le surmoi. Donc, les différents stades anals. Donc, il y a les hormones qui changent. Il y a plein de choses qui se passent au-dedans de nous. Alors, les gens, souvent, peut-être, ils doivent se dire, ouais, mais on l'aime, mais elle ne le voit pas. Mais inconsciemment, on sait que ces gens nous aimaient. Tellement qu'il y a toute cette guerre intérieure. On ne sait pas comment rendre ce que les autres nous donnent. Oui. Mais quelque part, il y a toujours cette voie-là. Je crois que toi aussi, quand tu veux faire quelque chose, même si tu es découragé, peut-être il y a toujours la voix ou le visage d'une personne qui apparaît et tu te dis « Ok, je vais continuer ». Donc c'est un peu ça, c'est plus l'éducation et parce que je savais quelque part, il y avait des gens qui m'aimaient. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire 3 choses que la vie t'a enseignées en fait? Waouh. Bon, déjà j'ai une phrase que j'aime beaucoup. Lorsque tu es prêt à tout abandonner, c'est là qu'il faut continuer. Et cette phrase, elle me parle beaucoup. C'est vraiment l'histoire de ma vie. C'est que souvent, j'ai voulu abandonner certaines choses. Les gens. Parce que souvent, on dit que l'être humain est mauvais, mais je ne pense pas qu'il est mauvais totalement. Les choses que la vie m'a montrées, c'est ne négliger personne. Parce que tu ne sais jamais par qui ton aide ou ton secours peut venir. De 2, observer avant de juger. Parce que la personne que tu vois aujourd'hui, tu ne sais pas dans 10 ans elle sera comment. Peut-être que c'est par elle que tu devras passer pour te faire engager. Et de 3, l'amour. Ça, c'est vraiment l'amour. Et si je devrais rajouter un 4e qui rejoint aussi l'amour, c'est le pardon. Parce que avant que l'amour vienne, il y a d'abord le pardon qui s'installe. Oui. Même se pardonner soi-même. Se pardonner soi-même. Oui, parce qu'il y a souvent la culpabilité, des choses que tu as pu faire, des choses que tu... Parce que vous savez, on est dans une société du m'as-tu vu. C'est une chose que j'essaie de me battre tous les jours. De m'aimer d'abord moi-même, de me plaire d'abord à moi-même. Donc c'est ça, enlever toutes les barrières que les gens veulent te mettre par rapport à l'amertume. Donc c'est un peu ça. Tu accordes une très grande place à la fois, je pense, dans ta vie. Est-ce que tu peux un peu nous parler comment est-ce que c'est arrivé? Parce que tu nous as dit que tu as grandi dans un environnement un peu chaotique dans ton adolescence en tout cas. Et puis comment est-ce que la foi est arrivée dans ta vie? La foi, elle est arrivée en primaire. Bon, en religion catholique à l'époque. Je ne sais pas si tu as suivi le cours de religion. Oui. On nous donnait c'était pas des bibles, des cahiers bleus là. Il y avait même des dessins et puis on devait feuilleter tout ça en cours. Et ça m'a toujours attirée. La foi, elle est venue de mon enfance. Mais le problème, c'est que je ne connaissais pas les principes de Dieu. Parce qu'avec Dieu, comme dans chaque société, quand tu signes un contrat, il y a des principes. Il y a des règles de déontologie, de hiérarchie que tu dois respecter. Souvent, on nous dit que oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais il y a aussi des principes. Hein? Et donc, j'aimais lire la Bible. Ça m'attirait. Quand j'étais petite, je priais souvent le matin. Il y avait quelque chose en moi qui m'attirait vers Dieu. Même dans mon adolescence, je pouvais faire ce que je voulais faire. Mais chaque dimanche, j'étais à l'église. C'était quelque chose qui était bizarre. Donc, je suis quelqu'un qu'on n'a pas prêché vraiment. Je crois qu'en chaque personne, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et voilà, donc moi, la foi, c'est ma vie. C'est vraiment ma vie. Aujourd'hui, je ne me vois pas ne pas servir Dieu, ne pas adorer Dieu. Je ne me vois plus ma vie sans Dieu. C'est une vie qui ne vaut rien. On le dit, la Bible dit, à quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour en perdre ton âme? Parce qu'après tout, toutes nos ambitions, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires? Aujourd'hui, peut-être on excelle d'être des entrepreneuses, mais est-ce que c'est bien? Mais est-ce que ça va vraiment nous donner une satisfaction? Parce que l'homme a été créé pour être un éternel insatisfait. Aujourd'hui, tu peux te marier, je suis content, tu rentres dans le mariage, que des disputes avec ton mari, tu fais, il m'énerve celui-là. Aujourd'hui, tu peux avoir cette nouvelle perruque, demain, tu en voudras encore un autre. C'est en fait la présence de Dieu qui nous satisfait. C'est Dieu qui nous satisfait. C'est pas
tout ça, nos chaussures, nos vêtements, ce n'est que du matériel. C'est important, oui, dans les besoins physiologiques, de s'habiller, etc., d'aller au restaurant. Mais fin des fins, quand tu rentres chez toi à la maison, que tu as des problèmes, même si tu n'es pas croyant, vraiment, tu diras, mon Dieu, aide-moi. Parce qu'il y aura toujours cette chose qui t'amènera vers Dieu. Même les philosophes, c'est René Descartes, je pense, qui dit « je pense donc je suis ». Donc tout a été créé avec Dieu. Oui. Les présidents prêtent serment devant la Bible. On dit quoi Prodeo, qui veut dire pour Dieu. Donc tout, même dans les hôpitaux, on retrouve toujours Dieu. Quand on te donne le formulaire, on te demande si tu veux qu'il y ait un prêtre qui vient, un imam. Donc Dieu, on le retrouve partout, parce que l'être humain a toujours été attiré vers les choses spirituelles. C'est pour ça que même s'il ne sert pas Dieu, il va être attiré peut-être vers le vaudou, où il essaye toujours d'avoir un Dieu, de se créer un Dieu. Donc l'être humain est toujours attiré vers le spirituel. Mais souvent le spirituel qu'on suit, c'est la religion. La religion, c'est quelque chose que... Parce que moi je dis, moi je ne suis pas religieuse. Parce que la religion, c'est quelque chose que l'homme a créé. Mais l'aspect spirituel, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Parce que la religion va nous dire, à midi, tu dois prier. Tu dois te laver les mains. Tandis que quand tu as cette communion avec Dieu, tu sais que même la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire quoi? La prière, c'est pas la longévité, c'est celle qui vient du cœur. Tu peux être là, tu dis Seigneur, aide-moi maintenant. Tandis qu'une personne va prier pour la même situation que toi. 1 heure, elle n'aura pas la réponse. Mais toi qui as dit Seigneur, aide-moi maintenant pour cette solution, en 2 secondes après, Dieu agit. C'est ça qui fait la différence. Une personne qui a Dieu, qui a cette intimité, elle se sent à l'aise de parler à Dieu partout, parce qu'elle sait que Dieu est avec lui devant, derrière, partout. Donc c'est ça, la religion, c'est quelque chose que l'homme a créé pour assouvir ses péchés, assouvir ses désirs. Donc moi, ma foi, je ne suis pas liée à quelconque foi. J'ai des doctrines, ces doctrines-là sont bibliques par rapport à la parole de Dieu. Oui, je vais dans une assemblée, mais je ne suis pas... c'est la religion, quoi. Donc voilà. Récemment, on a vu sur les réseaux sociaux, à la télé, qu'une maman avait écopé de 6 mois de prison parce qu'elle avait essayé de corriger son fils qui était délinquant en le frappant et en filmant la scène, et puis elle a diffusé ça sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu conçois l'éducation des enfants en 2017? Bon, personnellement, si je devais prendre l'exemple du point de vue biblique, c'est vrai que dans le livre, je crois que c'est Proverbe peut-être 23, si je ne me trompe pas, où ils disent que corriger, une petite correction est bonne. Ok? Mais quelle correction? Si c'est une correction qui amène que ton enfant perde son estime et sa confiance de soi, c'est pas bon. Parce que quand on tape, parce que moi je suis éducatrice, j'ai des bases de psychologie, quand tu tapes, tu es en train de tuer en fait le psychique de ton enfant. Tu es en train de détruire quelque chose, même l'aspect neurologique, même à l'école, ça n'ira pas. Donc tu es en train de mettre en lui quelque part une haine. Oui, ça m'est déjà arrivé de donner une fessée à mon enfant, dire que je ne l'ai jamais fait, je suis une menteuse. Mais pas au point de le tabasser, parce que je suis africaine. C'est vrai que dans nos cultures, on dit que c'est une forme d'éducation. Mais je vais te choquer, les enfants les plus détruits dans ce monde, c'est les enfants africains. Parce que nos parents, la coutume, c'est bien, la culture, c'est bien, mais la coutume aussi peut un peu nous tuer par moments. Parce que on nous apprend beaucoup de règles dans nos maisons africaines, mais on ne nous apprend pas comment être nous-mêmes. Les parents africains, avec leurs parents, ils n'ont pas de dialogue. Ils ne parlent pas. Une fille, au lieu d'être encadrée, qu'est-ce que sa mère elle va lui dire? Si tu vas chez un garçon, tu vas voir, hein, et tu dois garder ta vérité. Donc c'est des menaces. Tu crois qu'aujourd'hui tu as un enfant, tu le fais grandir dans la peur, dans les menaces. Tu crois que qu'est-ce que ça va faire dans ton enfant? Ça va rien faire de bien. Donc tabasser un enfant, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que ça construit quelque chose et que ça va l'aider. Oui. Au contraire, surtout un jeune garçon, parce que c'était un jeune garçon. Oui. Le lien qu'un garçon avec sa mère, c'est quelque chose de très important. Souvent, les filles sont très plus papa,
Souvent, les garçons sont très mamans et tout ça. Donc, ce que sa mère va lui montrer, il va reproduire ça dans son foyer, automatiquement. Alors, tu es en train de créer un jeune homme que lui, pour lui, quand il va grandir, il sera formaté aussi à taper sa femme. Donc, tu es en train de créer une génération future de femmes encore battues. Oui. Et donc, c'est ça aussi qui est un peu atroce. Mais moi, je trouve pas que c'est une manière d'éduquer. C'est le dialogue. Moi, comment je fais avec mon enfant, j'essaye de lui faire comprendre les choses. Ça m'arrive aussi de crier, mais je trouve que moi-même, crier de temps en temps, c'est pas bon non plus. Ça peut choquer l'enfant. Parce qu'il y a un jour, j'avais tapé mon enfant, gifle par colère. Maintenant, ce que je voyais, c'est qu'à chaque fois quand je venais vers mon enfant, il faisait comme ça. La peur, la peur. Et c'est là que je me suis dit que ça lui a fait quelque chose au-dedans de lui. Parce que souvent, nous, en tant que parents, même en tant qu'humains, quand on blesse les gens, on ne s'en rend pas compte. Oui. On se dit que c'est un petit, il va oublier. Non, moi, je me souviens des trucs quand j'avais 4 ans. Quand je dis ça à ma mère, elle fait « Mais toi, tu n'oublies rien ?» Je fais « Non, parce que ça t'a marqué. Ça t'a marqué. » Alors souvent, même mon enfant, je travaille beaucoup sur l'estime et qu'il a confiance en lui. Quand il me dit qu'il n'arrive pas, je lui dis « Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. » Et maintenant, souvent, même quand on fait les exercices, il dit « Maman, je vais y arriver. » Quand je le dépose dans la cour de récréation, je le regarde d'abord, je lui fais « Tu es la tête et non la queue. Le premier et jamais le dernier. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Que personne ne te mente. Tu es le meilleur. » Pourquoi ? Parce que c'est important. Parce que si déjà son corps, son âme, son esprit, parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, on est notre esprit et notre âme. Si déjà je lui inculque cette mentalité de vainqueur, quoi qu'il puisse arriver, même dans le domaine scolaire, il se dira que non, je peux y arriver. Même s'il ne réussit pas à l'école, il se dira que non, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et c'est surtout ça, travailler beaucoup sur l'estime de nos enfants, avoir une certaine complicité, faire des activités, s'intéresser. Souvent, ça m'arrive qu'à l'époque, c'était qu'il vient, il me dit quelque chose comme « Oh non, je n'ai pas envie de t'écouter, je suis occupée » et tout ça. Mais écoute-le même 50 secondes, hein, maman, même si, parce que souvent nos enfants, quand ils sont petits, ils divaguent. Hein. Oui. Ouais, je t'ai fait ça, tu sais, tu l'écoutes seulement, tu l'écoutes. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, tu t'intéresses à lui. Ça commence déjà dès le bas âge. Il faut toujours essayer d'avoir quand même un équilibre dans notre éducation, d'être sévère, mais aussi de montrer l'amour, l'aspect affectif. On va revenir un peu à la femme. Donc on voit sur les réseaux sociaux ou dans la société en général que les femmes ont de plus en plus une pression pour être belles, pour avoir une belle forme physique, être bonne cuisinière, être une bonne compagne, une bonne mère. En gros, si elles ne répondent pas à tous ces critères, elles ne sont pas validées. Quel est ton avis là-dessus? Bon, dans le langage courant, on va dire que c'est celle qui donne la vie, c'est une battante, etc., etc. Une femme, tout d'abord, c'est un être humain. J'insiste vraiment sur ce point-là. C'est un être humain. C'est vrai que, en fait, quand tu réfléchis, on veut qu'on soit belle. On veut qu'on sache préparer. On veut qu'on soit intelligente. Mais c'est faux. Parce que la femme, réellement, c'est un cœur. À quoi ça sert de savoir préparer, d'être belle, d'avoir une belle taille si tu as un mauvais cœur? Ça ne sert à rien du tout. Aujourd'hui, tu le vois dans les réseaux sociaux, YouTube. Je ne sais pas si tu connais Shalom. C'est une youtubeuse qui est brûlée du visage. Non, je ne connais pas. Mais c'est une youtubeuse phare. Mais les gens la suivent pourquoi? Par rapport à son témoignage. De deux, pas par rapport à sa beauté. Donc je crois qu'en vérité, aujourd'hui, c'est plus de cultiver l'intérieur que l'extérieur. De vraiment se battre pour ça. Parce que c'est vrai que tu peux arriver à une dépression. Parce que tu sais, moi, à un moment, j'aime me déconnecter des réseaux sociaux. J'aime vraiment. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est beaucoup de concurrence et beaucoup de mensonges. Oui. Beaucoup de gens s'inventent des vies. C'est pour ça souvent je dis à mes petites sœurs, n'enviez pas toutes ces posts bêtes que vous voyez sur Instagram. C'est pas la réalité. Il y a plein d'applications aujourd'hui où tu retouches tes photos, où tu changes ceci, tu changes cela et tout ça. La taille, c'est quoi après tout? Est-ce qu'aujourd'hui un homme va te marier vraiment pour ta taille? Dans mon pays, à moi, on dit que même les femmes, soi-disant, qui ne sont pas belles, elles se marient aussi. Les femmes aujourd'hui, même les aveugles se marient, qui ont un handicap, se marient. Alors, est-ce que vraiment c'est important? C'est vrai, j'aime me maquiller, mais je ne suis pas esclave du maquillage. Chaque chose que j'essaye de faire dans ma vie, c'est de ne pas être esclave. Je ne veux pas être esclave des vêtements, je ne veux pas être esclave de ma beauté,
Et puis c'est une chose que je n'ai jamais misé sur ça. Et tu le verras face à tes problèmes. Je reviendrai toujours au problème que ta beauté, tes vêtements, ils ne vont pas te sauver. C'est Dieu qui fait de nous des personnes extraordinaires. On entend aussi souvent qu'une femme de succès, c'est celle qui fait des études, qui a une bonne éducation. Elle va faire carrière dans une entreprise très prestigieuse. Mais il y a beaucoup de femmes que j'ai rencontrées, ou même qu'on voit tous les jours, qui ne sont absolument pas heureuses dans cette vie-là. Quelle est ta définition du succès? Le succès, pour moi, c'est la valeur ajoutée que tu donnes dans la vie des gens. Comme j'ai dit, j'ai fait des études d'éducateur. J'ai étudié. Mais Dieu m'a ouvert des portes dans un domaine que je n'ai pas étudié, le maquillage. Et c'est ce domaine-là qui m'ouvre le plus des portes. Et c'est ce domaine-là qui me permet quand même d'avoir un style de vie. Alors souvent, tu te diriges vers quelque chose, tu dis ouais, je dois faire des études parce qu'il y a ceci, il y a ça, mais c'est pas ça qui fait une personne. C'est pas ça. Tu peux avoir tous les masters que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si Dieu ne met pas la main sur ta vie, tu ne seras personne. C'est pour ça que dans la vie, comme je dis, il ne faut jamais envier la réussite de quelqu'un. Oui. Tu vois, les diplômes ne font pas une personne, c'est important. Mais ce n'est pas ça qui qualifie qui tu es. Parce que tu peux être là aujourd'hui, tu connais certaines stars ou d'autres personnes qui ont étudié, mais leur diplôme ne le sert à rien du tout. C'est pas ça, c'est la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée. Je l'avais dit aux autres. Aujourd'hui, on ne connaît pas Martin Luther King par rapport à ses diplômes, on n'en parle pas. C'est peut-être à cause de sa fameuse phrase « I have a dream ». Rosa Parks, on la connaît par rapport, parce que c'est une militante. Hein? C'est grâce à elle aujourd'hui qu'on peut s'asseoir dans des bus. Les Malcolm, aucun d'eux, quand on parle d'eux, c'est toujours « Ah ouais, ils ont fait ceci ». Mais jamais on va citer leur diplôme. Ouais, non. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là, mais leurs œuvres parlent. C'est ça en fait, c'est l'impact. Quand tu vas partir, malgré que tu n'es plus là, ton œuvre continue à tourner. Et de génération en génération, on parle de toi. Peut-être que tes parents connaissent Martin Luther King, des gens comme des Lumumba. On n'était pas là, mais on se rappelle. Mandela, il est resté en prison. Donc c'est pas ça. Quand tu commences à donner ta vie aux gens, à avoir un impact dans la vie des gens, les gens oublient toute cette affaire de diplôme. Cette affaire de diplôme, c'est bien, mais c'est un complexe que nos parents africains nous ont mis pour concurrencer le blanc. Je ne suis pas inférieure au blanc. Ça, c'est seulement une couverture, c'est ma couleur. Mais le vrai moi, c'est ce que je suis à l'intérieur de moi. Donc le complexe que le blanc, ça c'est une parenthèse, est meilleur que le noir, c'est pas vrai, c'est une ironie. Chacun de nous, on est meilleur. C'est pour ça, comme je dis, les jeunes Africains d'aujourd'hui doivent vraiment bâtir leur identité. Qui ils sont. Beaucoup de jeunes ne savent pas qui ils sont. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements qui sortent des panafricaines, des dieux de ceci, de cela. Mais en vérité, c'est une recherche de soi-même, de savoir qui on est. Alors, l'affaire de diplôme, c'est quoi? Mon père, un jour, m'a dit, parce que ma mère voulait que je fasse des études de journalisme, mon père, il m'a dit... Fais ce que tu aimes. Si tu dois être poubellière, fais-le. Fais ce que tu aimes. Et aujourd'hui, je le comprends. D'abord, quand il m'avait dit ça, quand j'avais à l'époque 17 ans, je ne comprenais pas. Parce que je me disais, lui, il a des grands diplômes. Mon père, c'est un surdoué. Donc, il a sauté de classe et tout ça. Mais aujourd'hui, quand un jour, mon père m'a envoyé un message, il m'a dit, je suis fière de toi. Pas à cause de mes études, mais à cause de ce que je fais dans le maquillage, l'aspect entrepreneuriat dans le maquillage. Et c'est là que j'ai compris en fait sa phrase, fais ce que tu aimes. Parce que j'ai visé l'aspect plus des études, comment j'appelle, j'ai un terme que j'utilise, des études plus tout ce qui est intellect. Parce que chez nous, l'art, t'as pas étudié. Ça n'existe pas. Non, tu fais la photo, t'es rien. Tu fais la coiffure, t'es rien. Mais tandis qu'aujourd'hui, il y a des make-up artistes. Ils sont au niveau de stars. Parce que le maquillage, jusqu'à ma mort, ça existera toujours. On le retrouve dans tous les domaines. Donc, tu te dis qu'en vérité, tout ça, c'est vraiment ironique. Non, si tu fais de l'art, tu fais ceci, t'as pas étudié, t'es bête. Mais en vérité, c'est quoi l'intelligence? C'est ça. Je le dis souvent, il n'y a pas de baromètre d'intelligence.
Parce qu'il y a différentes sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence musicale, il y a plein d'autres. Nous, on voit seulement l'intelligence de l'école. Mais je dis souvent, ce qu'un poubelier fait, le médecin avec tous ses diplômes, il ne peut pas le faire. Ce qu'un médecin fait, le poubelier ne peut pas le faire. Ce qu'un politicien fait, une femme au ménage ne peut pas le faire. Donc, on se complète en fait. Oui. On vit derrière l'intelligence de chacun. Il n'y a pas vraiment de baromètre, il n'y a pas l'intelligence. C'est un mot, c'est une définition qu'on a vraiment erronée. Ah, oh, t'es forte en maths, t'es intelligente. Mais non, ça ne veut rien dire. Être forte en maths, ça fait de toi une personne intelligente. Non, non. Ah, t'es forte en français, t'es intelligente. Oh, t'es forte dans le maquillage, t'es bête. Non. Chaque chose, on doit travailler notre mémoire. On doit travailler notre perception, on doit travailler il y a la mémoire courte, la mémoire lente, la mémoire longue. Donc, le fait de travailler sa mémoire dans quelque chose, c'est que tu es intelligent. Personne n'est bête. Même comme les gens ils disent, le bête, il a quelque chose à t'apporter. On va finir rapidement. Je vais juste te demander, comment est-ce que tu fais pour débuter l'année? Est-ce que tu as un rituel? Est-ce que tu as des choses que tu mets en place, etc. pour vraiment faire en sorte que l'année se déroule de la bonne manière? Pas vraiment. J'essaye de devenir jour après jour. Mon challenge, c'est d'être une meilleure personne, d'être la personne que Dieu veut que je sois. Je dis souvent aux jeunes filles, on ne se connaît pas réellement. C'est Dieu qui nous fait connaître réellement qui nous sommes. Parce qu'il y a certaines choses comme aujourd'hui, là, m'asseoir là, je ne crois pas que dans 10 ans passés, tu m'aurais dit impossible, je veux dire quoi. Donc, même ma tenue, c'est parce que j'ai pas une photo, mais avant, je m'habillais pas comme ça. Ben là, mais c'est trop classique, c'est trop secrétaire. Mais donc, c'est vraiment, c'est ça. Dieu fait de nous des personnes merveilleuses. Et une chose que je lutte, c'est une parenthèse, c'est l'aspect aussi de la dépression. Tu sais, souvent, c'est des choses qu'on n'aborde pas dans notre culture africaine, mais les jeunes femmes africaines, on souffre énormément de la dépression. C'est une chose que j'ai souffert aussi de ça. Donc la dépression, c'est une maladie psychique, donc tu es un peu morose. Et pourquoi? C'est parce que à cause de tes ambitions. Ah ouais, je dois faire ceci. Oh, l'autre a volé mon idée. Tu veux toujours faire aller plus vite, mais à un moment, tu t'oublies toi-même. Et tu rentres dans cet aspect-là. Et quand tu rentres dans la dépression, bien sûr, il y a le suicide. J'oublierai jamais, c'était le 7 février 2015, là où j'ai voulu mettre fin à mes jours par rapport à des choses qui se passaient dans ma vie. Et je me suis dit, en vérité, je ne vaux rien. Donc je suis vraiment passée dans un état très dépressif. Tu n'en parles pas, même c'est la première fois que j'en parle. Tu n'en parles pas ni dans ton église, ni dans ton entourage, parce que tu te dis, ils vont dire, ouais, t'es une africaine, c'est pas normal, c'est les histoires des blancs. Mais c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Non, la dépression, tu l'as parce que tu as beaucoup de pression aussi vis-à-vis de la société. Tu as beaucoup de pression que tu te mets toi-même. Et c'est des choses que je suis en train de... Je lutte contre ça et je lutte avec ça dans la prière parce que je dis que je suis ce que je suis. Je ne serai jamais quelqu'un d'autre. Ce que Oprah fait, je ne pourrai pas le faire. Ce que je fais, Oprah ne pourra peut-être pas le faire. Chacun, comme je dis, on a une valeur ajoutée. Donc c'est ça un peu, c'est mon enfant qui m'a aidé de sortir de cet état de crise. Parce que moi, la Bible dit que laissez venir à moi les petits-enfants et le royaume des cieux est semblable à un enfant. Pour moi, l'enfant, c'est la présence de Dieu lui-même. Donc c'est lui, quand tu veux faire des choses bizarres ou t'énerver, tu te dis, mais j'ai mon enfant, que je me calme seulement. Alors c'est lui vraiment qui m'a aidée parce que je me suis dit, mais il est avec moi, il va sentir cet état-là. Alors je me suis battue. Quand tu es souvent dans cet état de dépression, il ne faut pas rester à la maison. Quand les pensées viennent, si tu es chrétien, tu t'élèves, tu pries. Si tu ne crois pas en Dieu, tu te regardes dans un miroir, tu commences à déclarer des choses, à te parler au-dedans de toi-même. Ou bien tu sors, tu fais des activités, ne reste pas toute seule. Souvent, le diable veut nous isoler, nous isoler, être seul. Et quand tu es seul, c'est là qu'il en profite pour te dire tu n'es personne. Tu vois ce que tu veux faire là, tu ne vas pas réussir. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton témoignage, très inspirant. Et puis j'espère que beaucoup de femmes se reconnaîtront là-dedans et puis qu'elles seront également motivées à lancer leur entreprise vraiment pour ajouter de la valeur
aux autres personnes, comme tu l'as si bien mentionné. Merci à toi.